On va d'abord écouter Jean-Marc Monteil. Alors on va se livrer à je dirais une expérimentation scientifique assez intéressante. On a compris que depuis ce matin, on cherchait un peu de nouveaux repères, de nouvelles normes sans doute. Alors qu'est-ce qui se passe quand des repères ou des normes, on n'en a pas? Eh bien, il faut les inventer. Alors comment ça se passe? C'est le thème de la conférence de Jean-Marc Monteil, qui est professeur au CNAM, ancien directeur de l'enseignement supérieur, et j'en passe pour aller vite. C'est à vous. Ah, c'est bon. Mais elle va me le mettre. Elle arrive. On met plein écran. Voilà. Je vous le mets plein écran. Ok, oui, le petit. Voilà. Bien, on est tout à fait en fin de soirée, alors je vais essayer de vous raconter une histoire pour à la fois détendre l'atmosphère si besoin est, et puis pour aborder un thème qui est en quelque sorte un peu en rupture avec ce qu'on a entendu, ou en tout cas en apparence en rupture. Parce qu'en effet, dans les différents exposés qui ont été tenus aujourd'hui, on peut considérer qu'au fond, tout ce qui a été dit engage, à un niveau ou à un autre, les comportements individuels et les comportements collectifs. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant renvoie en effet à une problématique de comportement individuel et de comportement collectif. Ce qu'on entend sur le réchauffement climatique, c'est aussi un problème de comportement individuel et de comportement collectif. Évidemment, c'est un problème de politique générale et de politique publique, mais c'est aussi quelque chose qui engage le comportement des individus. Alors, si j'ajoute à cela que le thème d'aujourd'hui, c'est risques, crises et opportunités, alors, plusieurs façons de définir la crise et de définir les risques. On les a définis tout au long de cette journée avec des dimensions qui sont extrêmement précises et qui, évidemment, engagent le développement de nos pays et le développement de la planète. Mais dans ce thème, il y a aussi le fait que, au niveau de nos propres comportements, au niveau des individus, nous sommes dans des situations, généralement, où nous devons prendre des décisions. Et ces décisions ont des conséquences sur un ensemble d'événements dont nous avons parlé aujourd'hui. Mais pour prendre des décisions, ça suppose évidemment de disposer d'un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer, s'adosser, pour faire un choix, et prendre une décision, c'est souvent faire un choix et donc procéder à un certain nombre d'éliminations. Or, il se trouve qu'il peut exister, et il existe évidemment pour chacun d'entre nous, à la fois individuellement ou lorsque nous sommes dans nos groupes d'appartenance, des situations dans lesquelles nous n'avons pas véritablement de repères ou d'informations auxquelles nous adosser pour pouvoir prendre une décision. Et donc, j'ai intitulé cet exposé « Comment affronter les situations d'incertitude hors de tout repère objectif ». Alors, il y a une réponse possible qui est construire des normes. Alors, j'ai dit construire des normes parce que, dans la littérature, c'est le terme qu'on utilise, mais vous pouvez très bien assimiler les normes à des repères. Construire des normes, oui, mais comment? Quand il y a incertitude sur la validité de ses propres réponses. C'est une question assez lourde. Si je ne suis pas sûr de mes réponses, il y a tout de même un vrai sujet. On voit bien que même lorsque, scientifiques, nous sommes adossés à des données, il reste toujours un degré d'incertitude. Et lorsque nous ne sommes pas assurés de nos réponses, comment faisons-nous? Autrement dit, je ne peux pas rapporter ce que je vais faire par rapport à la situation qui m'est proposée, à quelque chose que je sais être valide. Et donc, comment je m'en sors? Alors, je peux m'en sortir comme l'âne de Buridan, évidemment, ce qui n'est quand même pas une sortie particulièrement engageante. Alors, pourquoi faut-il essayer de trouver des repères qui soient susceptibles de nous permettre de décider? Tout simplement parce que pour s'orienter dans notre environnement, on a besoin de construire une référence et un univers de référence. Et cet univers de référence, généralement, il nous est donné par autrui.
C'est un des éléments de notre univers de référence autrui. Mais quand autrui n'est pas là, le seul élément de référence que nous avons, c'est nous. Et les propres réponses que nous sommes capables d'apporter à une situation qui est nouvelle. Mais je le disais à l'instant, si ces réponses n'ont aucun degré de validité a priori pour nous, alors on est dans une situation extrêmement compliquée. Alors je vais essayer de répondre à cette question de comment fait-on pour construire les normes ou construire les repères. Et pour ça, je vais utiliser une expérience dont le paradigme est un vieux paradigme d'un Américain qui s'appelle Sheriff en 1935, mais ce paradigme est toujours utilisé et on le fait tourner dans nos laboratoires pour étudier, comme vous allez le voir, un certain nombre de choses. Alors, c'est une approche strictement expérimentale de laboratoire et à partir de ces résultats, on peut faire quelques extrapolations et ressortir quelques enseignements, éventuellement pour dire un certain nombre de choses sur ce qui a été dit aujourd'hui. Alors, ici, il s'agit de l'effet autocinétique. Les astrophysiciens connaissent bien ce problème. L'effet autocinétique, c'est quelque chose qu'on peut observer la nuit. Vous avez, dans une nuit noire, vous avez un point lumineux qui se déplace dans l'espace de manière un peu erratique. Et donc, cet effet autocinétique a été utilisé de manière expérimentale dans une pièce noire. On fait passer un filet de lumière à travers une boîte d'allumettes et vous avez un faisceau lumineux qui se promène dans la pièce de manière erratique. Retenez simplement ça, si j'ose dire, c'est l'impact, le facteur, l'élément qu'on va utiliser pour construire un dispositif expérimental. Et donc, avec cet effet autocinétique, on place un sujet dans une pièce totalement noire, où encore une fois, il voit déplacer ce point lumineux de manière erratique, on lui demande d'apprécier le déplacement de ce point lumineux. Et on va faire une série d'essais, 100, 150, 200, 300 essais, jusqu'à ce qu'on ait une stabilité observée. C'est comme la mesure de l'erreur en physique, quoi. Le participant est évidemment incertain de sa réponse. Il n'y a pas d'élément de référence. Il n'y a pas d'enjeu, ou peu, si ce n'est celui d'être au laboratoire et de considérer qu'on est peut-être en train de passer un test, mais généralement, quand les sujets viennent au laboratoire, on les débriefe de telle sorte en leur disant qu'il n'y a aucun enjeu. En effet, on les place dans les situations les plus confortables possibles. Donc il n'y a pas d'enjeu. Le déplacement d'un point lumineux dans l'espace, on apprécie le déplacement, ce n'est pas tellement chargé de valeur. Et on va injecter d'autres participants dans la situation, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et évidemment, les participants ne se connaissent pas. Voilà, vous devez évaluer la distance parcourue par le point lumineux. Il a bougé d'environ 20 cm. La situation est objectivement ambiguë, plusieurs réponses sont possibles et elles sont équiprobables. Après disparition de la lumière, le participant communique oralement sa réponse. Il dit, voilà, il a bougé de 20 cm. Et on fait plusieurs séries de 100 évaluations qui sont échelonnées sur plusieurs jours. Construit, en quelque sorte, un certain nombre de repères. Et on regarde ce qui se produit, évidemment, quand il se comporte de cette façon-là. Il y a trois conditions. Il y a une condition dans laquelle le participant est seul dans cette pièce. Puis il y a une condition dans laquelle il est seul, puis en groupe. Autrement dit, il est seul, mais il y a d'autres personnes dans la pièce qu'il ne connaît pas. Et puis il y a une condition dans laquelle il est d'abord en groupe, c'est-à-dire avec ceux qu'il ne connaît pas, puis ensuite seul. Vous allez voir pourquoi. Et puis le participant toujours seul est une condition au contrôle. Alors si on regarde ce qui se produit quand il est toujours seul, on constate que le sujet prend comme repère ses premières réponses. C'est-à-dire que placé dans une situation d'incertitude totale, pour construire un repère, pour construire une norme, pour construire une référence, appelez-la comme vous voulez, mais là, il s'agit bien de construire un repère, ma première réponse est une première information. Et je vais utiliser cette première information pour pouvoir répondre successivement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, et on le voit ici,
pas si le... Non, elle ne marche pas. Vous avez à la série 4, on voit que l'amplitude s'est resserrée et que le sujet a construit une norme personnelle, c'est-à-dire qu'il a installé un point de référence subjectif, et ce qui lui a permis d'apprécier la variation d'amplitude. Quand il est en condition seul, puis en groupe, ça veut dire qu'en effet, il répond, vous voyez ici, vous avez une réponse, la personne A, la personne B, la personne C font des réponses différentes, puisqu'en effet, ils n'ont aucun point de repère commun, et donc il n'y a pas de raison qu'on retrouve, sauf lié au hasard, le fait que A, B et C répondent de la même façon. On voit d'ailleurs qu'une différence s'exprime. Puis ensuite, on a une première session de groupe où on fait nouvelle expérience, on réédite la demande, on s'aperçoit qu'il y a un processus de convergence qui est en train de s'installer. Autrement dit, tout à l'heure, le sujet prenait sa réponse comme étant un élément de référence pour essayer de déterminer un repère, et là, le sujet va prendre les références d'autrui pour pouvoir construire un repère. On va avoir un processus de convergence où on voit qu'après un nombre d'essais relativement important, on a une réponse qui devient une réponse commune. Autrement dit, j'ai pris les réponses des autres comme étant des éléments de référence. Dans une situation d'incertitude, j'utilise tous les éléments qui sont à ma disposition pour essayer de construire quelque chose à quoi me rapporter. Et quand j'ai des éléments qui ne proviennent que de moi, je fonctionne comme un statisticien, et je fonctionne de la même façon lorsque je suis avec des personnes en groupe. On va voir que c'est un peu plus compliqué après. Donc au départ, chacun a sa propre norme individuelle. Il n'y a pas de consistance interindividuelle du fait de l'hétérogénéité des estimations, donc il n'y a pas de norme collective préalable. Il n'y a pas de norme collective préalable. Et puis progressivement, les amplitudes et variations des participants tendent à converger vers une norme commune. Autrement dit, quand on n'a pas de repère et qu'on est plusieurs dans cette situation d'incertitude, on va utiliser les réponses des uns et des autres pour construire une norme commune qui sera en quelque sorte un point de convergence et qui va devenir l'élément de référence de chacun d'entre nous et qui va donc devenir une norme collective. Autrement dit, la norme individuelle influence la construction de la norme collective et chacune des normes individuelles a un poids, évidemment, dans la production de la norme collective. Bon, il faut faire attention parce que ce poids n'est pas réparti de façon homogène car la norme collective n'est pas forcément la moyenne. Alors, voilà, je suis seul puis en groupe, phénomène de convergence, très bien. Voilà les normes individuelles et voilà la norme... la norme collective. Alors, tant qu'on est là, on ne peut pas dire grand-chose, si ce n'est que nous ne pouvons pas rester dans l'incertitude. Nous avons besoin de sortir de l'incertitude. Et pour sortir de l'incertitude, nous construisons nos propres repères. Je vous signale que quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'activité neurophysiologique, on sait très bien où ça se passe, hein. Donc on a des corrélats neurophysiologiques qui nous permettent de dire qu'en effet, c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable. Alors ça, c'est la condition seule, puis en groupe. Voilà, norme individuelle, norme collective. Condition en groupe, puis seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes plusieurs dans la même situation d'incertitude. Lorsque nous sommes plusieurs dans la même situation d'incertitude, nous allons utiliser les réponses d'autrui comme étant des réponses de référence, et nous allons le faire de manière interindividuelle. Et on va aller, en effet, vers une convergence. Ce qui est intéressant, ici, c'est que la construction de cette norme collective, lorsque le sujet est seul, elle devient la référence du sujet seul. Autrement dit, je construis un repère collectif, une norme collective, mais une fois que le sujet se retrouve seul, il s'est approprié la norme collective, elle devient la norme de référence pour son comportement individuel. Autrement dit, il y a
une influence de la norme collective, de l'ensemble des participants, et cette influence détermine la position individuelle d'un sujet pour construire un repère dans une situation d'incertitude. Ça veut dire qu'ici, la norme collective influence la construction de la norme individuelle lorsque les participants se retrouvent seuls, puisqu'ils continuent à utiliser la norme collective. Je voudrais vous faire remarquer juste une chose à ce stade de mon propos, c'est qu'on est sur l'appréciation d'un point lumineux qui se déplace de manière erratique dans l'espace. L'enjeu n'est pas considérable. Vous imaginez un instant quand on charge un tout petit peu l'enjeu, avec des valeurs un peu plus lourdes. On va d'ailleurs vous dire quelque chose tout à l'heure. Ça veut dire que dans cette situation-là, il y a intériorisation de la norme collective, appropriation d'une norme construite socialement, la norme est construite socialement, c'est extrêmement important. Elle est construite socialement, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune légitimité objective. La norme qui s'est construite, on ne la rapporte pas à une échelle de mesure. Il n'y a pas de métrique derrière. C'est exclusivement les réponses d'autrui. Et les réponses d'autrui, c'est une position et une proposition subjective. Donc on a construit une norme collective, elle a été appropriée par l'individu et c'est une norme socialement construite. Je disais tout à l'heure que dans les situations dont on a parlé aujourd'hui, les engagements individuels et collectifs n'étaient pas neutres, les comportements individuels et collectifs n'étaient pas neutres. Et on voit bien que la construction d'un comportement individuel et d'un comportement collectif en situation d'incertitude relève, pour une part, d'une construction sociale. Dès lors, il n'est pas complètement neutre. Si on pose le problème en des termes un peu différents et qu'on charge l'expérimentation de valeur, il n'est pas complètement indifférent de savoir quelle information il faut donner préalablement pour favoriser la construction d'un repère collectif qui deviendra demain un mode de comportement individuel. On m'entend mal, très bien. Donc, on voit bien que dans une perspective qui serait une perspective d'influence, on pourrait dire, sous des formes qui soient moins éthiques, dans une perspective de manipulation, faire construire une norme collective pour pouvoir générer des comportements individuels ou faire construire individuellement une norme et puis ensuite faire construire une norme collective, on voit bien qu'on peut amener des individus à prendre, entre guillemets, des positions que par ailleurs ils n'auraient pas prises avec d'autres types d'informations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à l'incertitude, on a la nécessité d'organiser un objet non structuré, mais un objet non structuré, ça peut être autre chose qu'un point lumineux, vous l'imaginez bien. Ça peut être une prise de position, une opinion. Et il faut appliquer une norme objective, et si on ne peut pas appliquer une norme objective, il faut essayer de procéder à une vérification empirique. Et le sujet se comporte empiriquement. J'ai répondu ça la première fois, je réponds ça la deuxième fois, je prends ma première mesure comme étant une mesure de référence, et si j'ai des autrui qui sont là, je fonctionne de cette façon-là. Je prends en effet les informations des autres pour construire ma norme. Donc, la création d'une norme ou la création d'un repère, c'est une façon de réduire l'incertitude. On voit bien que moins on a d'informations dans la construction d'un repère, plus on va construire une norme pour réduire l'incertitude qui sera une norme profondément subjective. Et vous imaginez que deux groupes d'appartenance différentes construisent une norme collective et ils la construisent socialement et non pas objectivement, c'est-à-dire subjectivement parce que c'est la construction d'une norme sociale. Et quand ils sont en opposition de cadre de référence, on voit bien que cette opposition de cadre de référence est extrêmement forte. Pourquoi elle est extrêmement forte? Parce qu'en effet, ils ont construit un repère normé et ils l'ont construit socialement et de manière identitaire, parce qu'ils étaient en groupe. Il y a des controverses qui peuvent avoir quelque chose à voir avec ça. Par ailleurs, pourquoi utiliser autrui comme étant un repère? Eh bien, généralement, dans les situations d'incertitude, on a tendance à penser qu'autrui en sait plus que soi. Seulement dans les situations d'incertitude.
Seulement dans les situations d'incertitude. Mais dans les situations d'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire? Penser qu'autrui en sait plus que soi. Ça veut dire s'en remettre à autrui pour construire un repère pour pouvoir se comporter. C'est pas sain, c'est pas mince comme enjeu. Au fond, c'est l'ignorance plurielle. Hein, la tendance à penser qu'autrui en sait plus que soi. Et dans le cas d'espèce, c'est bien ce qui se produit. Alors, il faut ajouter quelque chose à cette petite manip, parce que c'est un paradigme qu'on fait tourner. Lorsque on utilise, dans la situation expérimentale, des sujets qu'on dote de caractéristiques. Alors, je vais vous décrire une manip qui a été faite dans un univers qui est, en utilisant l'effet autocinétique, dans un univers qui est un univers très, très particulier, qui est l'univers d'un monastère. On peut faire des travaux expérimentaux dans de nombreux endroits. Le monastère est pas mal, parce qu'on contrôle pas mal de variables parasites, d'une certaine façon. Je vous décris, je dis que vous raconterez une histoire, je vous raconte l'histoire. Au monastère, les jeunes moines qui arrivent sont des novices. Puis au bout d'un an de noviciat, ils se connaissent. Puis après, on a les moines. Il y a une hiérarchie qui se fait entre les moines, les novices qui ont un an de noviciat, puis les jeunes novices qui arrivent. On peut considérer très rapidement que les novices qui arrivent sont plutôt dans une situation égalitaire, que ceux qui ont un noviciat d'1 an ont déjà noué des relations interpersonnelles. Alors on analyse ce groupe qui a un noviciat d'1 an et qui a noué des relations interpersonnelles. Une analyse sociométrique permet de considérer ceux qui sont estimés par les autres et ceux qui le sont moins. C'est-à-dire qu'on a des couples qui s'estiment réciproquement ou qui ne s'estiment pas réciproquement. Donc on a des novices qui ont vécu ensemble, dont certains sont plus estimés que d'autres. Bien. Gardons ça à l'esprit. Puis on a les moines qui sont installés là depuis longtemps dans un système hiérarchique qui n'est pas moins pesant que les systèmes hiérarchiques qu'on peut rencontrer dans d'autres institutions, comme par exemple l'université. Alors, on fait la même manip avec l'effet autocinétique. On prend des novices. Et les novices, on les met en face de la situation que j'ai décrite tout à l'heure, ce point lumineux qui se promène de manière erratique dans l'espace, et on leur dit « appréciez-le ». Alors là, on le fait dans la situation où on est en groupe, puis seul. Les novices qui sont en groupe ne se connaissent pas, ils n'ont pas d'histoire commune, et ils savent que ce sont des novices de première année, ils sont plutôt dans une logique égalitaire. On a un phénomène de construction d'un repère avec une convergence extrêmement rapide. Ils convergent. Ils convergent. Chez les novices avec un noviciat d'1 an, les sujets les moins estimés convergent plus que les plus estimés. Les sujets les plus estimés convergent moins que les sujets moins estimés. Et les moines, qui sont dans une hiérarchie importante, quand ils sont dans cette situation de comparaison avec d'autres, divergent considérablement et fonctionnent très faiblement vers la convergence. Autrement dit, dans une situation d'incertitude, où je dois construire un repère pour pouvoir m'orienter dans mon environnement, c'est pas pour m'orienter dans mon environnement, on m'a posé une question, il faut que j'y réponde, certes, mais pour pouvoir m'orienter dans mon environnement, eh bien, je construis une norme collective avec une convergence naturelle lorsque je suis plutôt dans un univers de pairs. Lorsque s'installe un statut, qui est un statut subjectif, je suis plus estimé que mes pairs, j'ai tendance à m'écarter d'une construction collective, d'un repère commun. Et quand je suis dans une situation hiérarchique affirmée, je converge très peu. Et pourtant, il s'agit de construire une norme individuelle ou une norme collective. Ça pose une question immédiate. Est-ce que la hiérarchie, la position hiérarchique, a un rapport avec la convergence et la construction d'une norme commune? La réponse est oui. Toutes les manips faites à partir de là
avec des variantes sur les systèmes de valeurs. Je vous passe les systèmes qui sont des systèmes saturés par des opinions. Avec les systèmes saturés par des opinions, le statut majoritaire ou valorisé favorise la divergence. Et quand je dis favorise la divergence, c'est pour ne pas dire empêche la convergence. Ça veut dire que dans un système social quel qu'il soit, la construction de normes ou de références communes par rapport à des objets problématiques ne se réalise pas du tout de la même façon selon la position qu'on occupe dans le système de référence. Il est peu encourageant, ou il est encourageant, on ne sait pas, on peut l'apprécier de manière différente, de considérer que les gens qui sont dans des représentations égalitaires de leur groupe ont une tendance à la convergence et à la construction de normes communes beaucoup plus facilement que ceux qui sont dans des positions hiérarchiques objectives ou bien hiérarchiques au sens de « je suis plus reconnu que mes pairs parce que je suis plus estimé ». Alors, pourquoi ai-je voulu présenter ce type de travaux? D'abord parce que je n'ai pas le temps, évidemment, de développer ça ici, mais parce que ça a donné de nombreux travaux avec des variantes, évidemment, multiples sur des situations chargées de sens extrêmement lourdes. Simplement pour dire que pour construire des normes communes, c'est-à-dire des normes partagées, dans des situations incertaines, et les situations que vous appréhendez aujourd'hui présentent un certain degré d'incertitude. Pour construire des repères communs dans ces situations d'incertitude, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Et la première des conditions à respecter, c'est que la construction d'une norme commune ne doit pas se faire dans une référence explicite à une hiérarchie qui est susceptible de caractériser les individus dans un repère qui serait un repère de valeur. Autrement dit, particulièrement dans nos sociétés occidentales, la hiérarchie des statuts a tendance à à connoter une hiérarchie des personnes. Il n'y a aucune raison que la hiérarchie des statuts connote une hiérarchie des personnes. Il n'y a aucune raison objective pour que ce soit le cas. Il n'empêche que dans la représentation partagée, la hiérarchie des statuts connote la hiérarchie des personnes. Et dès lors qu'on veut engager des politiques publiques qui engagent naturellement des dynamiques collectives, dans des situations qui sont des situations qui présentent des interrogations importantes, notamment par rapport à la projection sur l'avenir, dans des logiques de projet avec des prises de risques importantes, on voit bien qu'il y a une réflexion minimale à conduire sur la façon dont il faut organiser les situations, ne serait-ce que pour communiquer à l'endroit de ceux dont on veut voir évoluer le comportement dans un sens qui soit susceptible de satisfaire ce qu'on pourrait appeler ici, dans un mot un peu valise, l'intérêt général. Et donc, le comportement humain, c'est la définition du comportement, c'est la réponse d'un organisme biologique à une sollicitation de son environnement ou qui vient de lui-même. Et les conditions que l'on accorde à l'environnement ou au contexte dans lequel on veut voir émerger un comportement sont des conditions auxquelles il faut être extrêmement attentif. Il y a un objet qu'on veut faire maîtriser, atteindre, étudier, reconnaître, apprendre. Et il y a des conditions qui peuvent être favorables à ça, et parmi ces conditions, il y a celle qui peut relever de la nécessité de faire un partage collectif d'un certain nombre de choses, de valeurs, de comportements, d'attitudes ou d'opinions. Et pour pouvoir générer ce processus de convergence, qui est le processus préalable à la construction d'une norme, et c'est un processus social, ce n'est pas un processus individuel, c'est un processus social. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de situation, il n'y a aucune situation dans laquelle autrui est absent. Il peut être absent physiquement, mais il est toujours présent, représenté. Dans la dynamique individuelle, autrui est toujours présent. Et dès lors, cette construction-là est une construction à laquelle il faut être extrêmement attentif, car si cette construction des normes se fait
dans les inégalités que j'ai exprimées tout à l'heure, c'est-à-dire des situations dans lesquelles, d'une certaine façon, il y en a qui sont plus légitimes à participer à l'élaboration d'une norme collective ou moins légitimes, il ne faut pas nécessairement s'étonner qu'au moment où on cherche à avoir un rassemblement plus important autour d'un objectif commun à poursuivre, ce que j'appelle moi avoir un repère commun, il ne faut pas s'étonner que ce repère ne soit pas partagé, puisque la construction même de ce repère s'est faite dans des conditions extrêmement différentes, et dès lors la représentation qu'on a de ces repères est liée plus à la condition dans laquelle on a construit ce repère que liée au repère lui-même. Alors, pour conclure, simplement, je crois que toutes nos actions publiques et toutes les politiques publiques réclament, pour leur réussite, quelle qu'elle soit, réclament minimalement l'adhésion comportementale des individus, ou une part d'adhésion relativement forte des individus. Et il faut s'attacher parfois plus aux conditions dans lesquelles je place ces individus pour converger, c'est-à-dire pour partager quelque chose, qu'à la définition de l'objet que je veux faire partager. Et nous avons tendance à faire exactement le contraire. Et plus on est pédagogique, plus on fait le contraire. On dit, je vais vous expliquer l'objet. Et quand je vous aurai expliqué l'objet, comme je suis intelligent et que je vous l'explique convenablement, et comme vous êtes intelligent et que vous êtes capable de l'entendre, vous allez adopter le point de vue qui convient. Et vous allez nécessairement partager ce point de vue. Il y a une autre attitude qui consiste à dire, je vais placer les individus dans un certain nombre de conditions, qui sont des conditions favorables à la convergence éventuelle. Plutôt que de dire, eh bien finalement, c'est un problème strictement de traitement de l'information, je définis l'objet avec toutes ses propriétés intrinsèques, je dis maintenant que vous connaissez bien l'objet, et maintenant je vous dis que cet objet est extrêmement important pour l'ensemble, vous vous appropriez l'objet et vous portez l'objectif à travers cet objet. Ben, généralement, ça ne suffit pas. D'ailleurs, si ça suffisait, les pédagogues réussiraient très largement à modifier l'organisation de nos sociétés et les comportements de ces acteurs. Voilà, je vous remercie. Voilà.